système de santé français permet à chacun d'entre nous d'avoir accès aux meilleurs soins, quels que soient nos revenus et l'endroit où nous habitons. Un système réputé pour être un des meilleurs au monde. Mais cette image presque parfaite ne cache-t-elle pas de profondes inégalités? Sommes-nous vraiment tous égaux face à la maladie? Avons-nous la même chance de guérison sur tout le territoire, que l'on habite en ville ou à la campagne, que l'on soit ouvrier ou cadre, que l'on soit riche ou pauvre? C'est ce que nous cherchons à comprendre. Le paradoxe de notre système de santé actuel, c'est que d'un côté, il réalise des performances médicales incomparables à l'échelle de la planète. Ça, c'est, je dirais, la face lumineuse de notre système de santé. Et le paradoxe veut que cet accès à une médecine de pointe coexiste avec des carences graves ou des défaillances dans les missions, je dirais, de santé publique de base. La France a des tares en matière de santé. Notre système de santé, il est quand même marqué aussi par une réalité qui est l'importance de la mortalité prématurée, qui fait de nous un des pays les plus mal classés d'Europe. Pour les chercheurs, le taux de mortalité prématurée, c'est-à-dire le nombre de personnes qui meurent avant 65 ans, est le meilleur indice pour connaître l'état de santé réel d'un pays. Alors que l'espérance de vie ne cesse d'augmenter, un Français sur 5 qui décède aujourd'hui a moins de 65 ans. Le géographe Emmanuel Vigneron a établi la carte de cette mortalité prématurée à l'échelon cantonal. Une carte qui fait apparaître de très fortes inégalités. En vert, nous voyons les parties du territoire qui se situent dans la moyenne nationale. En rouge, les cantons où le nombre de décès avant 65 ans est bien supérieur. Malgré une amélioration à l'échelle du pays, les inégalités territoriales s'aggravent. En 20 ans, 2/3 des cantons français ont vu leur taux de mortalité prématurée augmenter. Comment expliquer cette régression de la situation sanitaire dans une partie de notre pays? Une des premières réponses se trouve du côté des médecins généralistes. En quelques années, le système de médecine libérale s'est profondément dégradé, ne permettant plus à chacun d'avoir accès facilement à un médecin. Lorsque l'on regarde une carte de France de la répartition des médecins généralistes, en rouge apparaissent les cantons où il n'y a quasiment plus de médecins. Des déserts médicaux qui comptent moins de 10 médecins généralistes pour 10 000 habitants. C'est le cas du département du Cher, dans la région Centre, l'une des régions de France les plus frappées par cette désertification médicale. Nicolas Nolot vient d'être élu maire de Culan, un village de 800 habitants. Le dernier médecin a pris sa retraite depuis 1 an déjà et personne ne se propose pour le remplacer. Pour le jeune maire, la recherche d'un médecin est la première des priorités. Bon, je voulais absolument vous voir pour le dossier du médecin. Peut-être essayer de passer une annonce sur Internet. Mais qu'est-ce qu'on pourrait marquer dessus? On recherche un médecin sur une commune de 800 habitants, avec école. Enfin, on vante un peu les atouts de la commune, on la met en valeur. Présence d'école dans la commune. De tout commerce. Pharmacien, je pense que c'est important. Oui, profession médicale et paramédicale. Hein. Oui, profession médicale et paramédicale. C'est la survie de notre village qui dépend de ce projet. Un médecin part, un village meurt. Et c'est catastrophique. Bonjour monsieur, vous allez vous installer. Vous alliez aussi chez le docteur Meurice ou monsieur comme médecin? Oui, bah oui, oui. hein. Oui, il n'y en a plus. Il n'est plus là. Il n'y a plus de docteur, c'est ça l'inconvénient. Voilà. Enfin, quand on n'est pas malade, ça va. Alors, il faudrait la Châteaubriand, mais ils sont surbouqués, comme on dit. À Villain, c'est pareil. C'est la même chose.
Non, c'est un problème, un gros problème. J'ai pris un docteur à Aix-en-Provence. Ah oui? Ma fille, elle travaille là-bas avec un docteur. Il lui a fait une ordonnance pour moi, puis ça y est. Ah oui, mais vous n'avez pas de consultation, du coup? Rien vous du avez... tout. Ah ouais. Ça vous dépanne. Pas trop court, c'est bientôt l'hiver. D'accord. Le drame que vit le village de Culan n'est pas exceptionnel. De nombreux cantons en France ont perdu ou vont perdre leurs médecins généralistes. Un grave problème de santé publique qui ne fait que débuter. Selon le ministère de la Santé, des milliers de médecins partiront bientôt en retraite et ne seront pas remplacés. Une situation qui devient ingérable au quotidien pour beaucoup de Français. Quand on a besoin pour le vétérinaire, dans la demi-heure qui suit, dans une intervention de césarienne, un VLH, une maladie et tout, on a le vétérinaire tout de suite. Et malheureusement, on ne peut pas avoir le docteur actuellement tout de suite. Étant donné qu'on est en face les bêtes, là, eh ben, ils sont plus garantis que nous. Voilà. Les bêtes sont mieux soignées que le monde. Voilà. Tout ce qu'on peut dire. Dominique Furter tient l'agence immobilière de Culan. Atteinte d'un cancer du sein, elle a subi 4 opérations et suit un traitement intensif. Pour faire renouveler les ordonnances de son traitement de chimiothérapie par comprimé, elle doit conduire plus de 3 heures. Maintenant qu'on se retrouve sans médecin, c'est pas sécurisant, quoi. Ça fait très peur, d'un côté. Et puis d'un autre côté, on se retrouve dans des situations un petit peu difficiles par rapport aux ordonnances, au renouvellement, par rapport à tout ça. J'ai d'ailleurs sur le siège arrière mon dossier médical. Et juste là, je peux vous le montrer. Voilà, c'est l'ensemble de mon dossier médical. On se sent en danger du fait qu'on n'a plus de médecin à qui s'adresser. Et on se dit que voilà, si jamais il nous arrive quelque chose, on a au moins le dossier médical avec nous, quoi. Bonjour. Voilà, j'ai enfin mon ordonnance. Ah, vous avez trouvé un médecin, ça y est? Ouais, non, en fait, c'est à Clermont, donc lors de mon rendez-vous à Clermont-Ferrand qu'ils m'ont refait, parce que j'ai pas trouvé de médecin ici pour me ça va peut-être venir un jour. faire le renouvellement. Là, vous êtes tranquille pour 6 mois déjà. Oui, peut-être qu'il y aura un nouveau médecin d'ici 6 mois. Alors, je le souhaite. On l'espère. Ce serait plutôt bien parce que les médecins que j'ai contactés ne prennent plus d'autres patients. Pas du tout. Disons qu'ils acceptent de temps en temps de dépanner des gens sur une ordonnance, mais ils ne veulent plus être médecins référents, ce que nous oblige à faire la sécurité sociale, parce qu'ils ont trop de monde, beaucoup trop de monde. Ouais. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. On a vraiment l'impression d'être totalement abandonné dans nos campagnes. Ici, une consultation ophtalmologique, il faut compter 9 mois, voire 10 mois avant d'avoir un rendez-vous. Consultation gynéco, ça peut être 1 an. Le fait est, c'est que la population considère aujourd'hui que nous n'avons pas assez de médecins sur le territoire français et qu'il faudrait donc recruter plus de médecins. Alors, contre cette évidence, il faut rappeler que jamais la France n'a compté autant de médecins qu'aujourd'hui. Fondamentalement, nous avons assez de médecins pour soigner tout le monde dans des conditions satisfaisantes. La réalité, c'est que ces médecins sont mal répartis sur le territoire. Il y a des zones qui comptent trop de médecins, des zones, le nord de la France notamment, qui n'ont pas assez de médecins. Et donc, en quelque sorte, cette inégale répartition des médecins sur le territoire, c'est ça qui pose problème. Dans les années 80, il y avait 20 médecins généralistes et spécialistes pour 10 000 habitants. Aujourd'hui, il y en a près de 30. Des médecins plus nombreux, mais de plus en plus mal répartis sur le territoire. La carte de la répartition des médecins généralistes montre qu'ils sont concentrés à Paris, au cœur des métropoles régionales et dans les parties du territoire réputées pour leur qualité de vie. Les rives de la Méditerranée, l'Aquitaine, l'Ouest Atlantique, les zones montagneuses des Pyrénées et des Alpes. On avait cru que les médecins se répartiraient
en tout point du territoire avec la liberté d'installation. Un peu comme lorsqu'on ouvre un robinet, eh bien, l'eau qui s'en écoule s'étale partout. Il n'en a rien été. Donc, le pari a été manqué. La liberté d'installation reste encore aujourd'hui un principe impossible à remettre en cause. Pourtant, des solutions existent. On pourrait imposer aux jeunes médecins qui ont bénéficié de l'enseignement public gratuit de travailler plusieurs années là où les besoins sont importants, ou leur interdire de s'installer là où ils sont déjà trop nombreux. À Culan, après un mois d'attente, le maire Nicolas Nolot a reçu plusieurs réponses à la petite annonce passée dans les journaux. Des médecins, tous étrangers, sont prêts à venir s'installer dans le village. Donc j'ai commencé par appeler une Roumaine. Elle vit actuellement à Timișoara en Roumanie. Son mari est ingénieur et elle veut absolument donc un cabinet médical gratuitement. Elle veut un pavillon et elle veut qu'on essaye de lui trouver un poste d'ingénieur pour son mari. C'est difficile pour une petite collectivité comme la nôtre de répondre à ces exigences-là. La piste roumaine est beaucoup trop chère pour un petit village comme le nôtre. Roumains, Algériens ou Belges. Aujourd'hui, près d'un quart des généralistes qui s'installent en France ont un diplôme obtenu à l'étranger. Pour attirer un médecin, les communes sont obligées de faire de la surenchère. Les plus petites d'entre elles n'ont aucune chance. À Culan, le cabinet médical reste désespérément vide. Quelques semaines plus tard, coup de théâtre. Une jeune médecin qui vit dans les environs propose de s'installer dans le village. Le maire organise dans l'urgence une réunion qui rassemble les élus du canton et les professions médicales de la commune. Je tiens à vous remercier déjà de vous être déplacés. On est là tous pour la même chose, essayer de trouver un médecin généraliste et faciliter son implantation. Karine, est-ce que tu peux nous exposer un peu tes motivations Karine Bourrin, je suis médecin généraliste remplaçante pour l'instant. Mon souhait, c'est de m'installer, bien sûr, parce que les remplacements, ça a certains avantages, mais ça n'a pas que des avantages. Évidemment, à proximité de mon domicile, parce que les trajets, ça prend du temps. Voilà, mais pas dans n'importe quelle condition. C'est-à-dire que la première des conditions, c'est de ne pas m'installer toute seule. Voilà. Et pas non plus avec n'importe qui, bien sûr, mais ça... Voilà. Sachez qu'on va vous réserver le meilleur accueil, et ça, possible. Hein, parce que voir un jeune médecin de 30 ans qui vient chez nous, française, on apprécie. Si vous le souhaitez, on a un cabinet médical en parfait état. Il peut être utilisé comme il est. Au moins pour un démarrage. Voilà. Après, on peut offrir aussi 6 mois, 1 an de loyer gratuit, même plus, hein, si vraiment vous avez des difficultés. Et s'il faut acheter un peu de matériel dans la limite du raisonnable, bien entendu, hein, on participera également à cette condition-là. Je pense que ça, c'est pas le problème pour moi, en tout cas. Ouais. Mon problème à moi, c'est de ne pas être toute seule. Voilà, c'est ça. Pas de me retrouver toute seule dans 10, 15 ans. Voilà. D'accord. Le problème, pour moi, il est essentiellement là. D'accord. Et si on arrive à trouver rapidement quelqu'un... Le docteur Chartier, je me souviens, il faisait ses consultations. Il avait pas d'heure, pas de jour. Il était tout le temps ou en visite. On allait chez lui n'importe quand aussi, à midi, à 1h, à 14h. C'était incroyable. Et c'était toute la journée, en fait. Oui, jour et nuit. Jour et nuit. Alors c'est pour ça on se demandait, sûrement qu'il doit coucher tout habillé. Je pense qu'il a pas le temps de s'habiller. On n'aurait même pas compris à l'époque d'appeler le médecin et que le médecin ne vienne pas. Ah non. Enfin, il va en revenir un autre. On espère. Je pense que le médecin d'autrefois, c'est terminé parce qu'il était là 24 heures sur 24. Ses patients pouvaient l'appeler chez lui. Il disait toujours oui. C'est vrai qu'il n'y avait pas de limite. Aujourd'hui, d'abord, la profession se féminise. Donc, on a des tâches qui nous incombent que sans doute les médecins avant n'avaient pas. Et je pense que c'est là où c'est plus difficile d'arriver à concilier à la fois la vie familiale et la vie professionnelle. Moi, j'ai pas fait des enfants pour pas les voir grandir et pour pas m'occuper d'eux.
C'est pour ça que l'installation à plusieurs est intéressante. On peut s'arranger les uns avec les autres et ouvrir le plus les horaires possibles, mais pas tout seul, quoi. À 400 km du Cher, en Normandie, Croisy-sur-Andelle est un petit village semblable à celui de Culan. Dans la commune, un important chantier se termine, celui d'une maison de santé pluriprofessionnelle. Pour lutter contre la désertification médicale, l'État a choisi de privilégier l'implantation des maisons de santé. Des médecins libéraux sont subventionnés pour s'installer ensemble dans des zones désertées. Avec cette maison de santé, on est passé donc d'un généraliste en 2009 au mois de septembre, 3 généralistes, un médecin psychiatre, une psychologue, 2 infirmiers, une diététicienne, un orthophoniste, un ostéopathe, une sage-femme et un interne qui sera accueilli dans ces locaux pour parfaire sa formation. En attendant l'ouverture de la maison de santé, Guillaume Boisdin, le médecin à l'initiative du projet, est installé dans des locaux sommaires. Quand je suis arrivé, en fait, il n'y avait pas toute cette partie qui a été rajoutée en attendant la construction de la maison de santé qui s'est faite juste à côté. Alors, on avait des fuites. Au début, on avait mis des bâches et puis finalement, les bâches, ça n'allait pas. Le scotch s'envolait. J'ai des souvenirs de tempêtes entre 2 consultations, il a fallu raccrocher les bâches. Aujourd'hui, c'est le grand jour, déménagement pour tous, y compris Bubule, pour le plus grand bien de tous les patients. C'est le grand jour. Après tant d'attente, c'est parti. L'orthophoniste, il s'installe là, l'orthophoniste. Allez. C'est fabuleux d'être physiquement dans ces plans qu'on a remaniés. C'est parti de 2 pièces, d'une extension du vieux cabinet à cette grande maison de santé, avec tout ce monde dedans en train d'emménager, en train de poser ses meubles. En Seine-Maritime particulièrement, il y a un déficit de psychiatres. Donc à 20-25 km à la ronde, je suis à peu près le seul. J'avais repéré que c'était un secteur assez défavorisé, notamment au niveau de tout ce qui était maternité pour les femmes. Je ne voulais pas venir ici, je suis parisien à la base. Et je pensais qu'en venant ici, je m'ennuierais beaucoup. C'est bien le contraire. Moi, je travaille déjà en ville et il me manque cette dynamique d'équipe. On a tendance souvent, en libéral, en ville, à être cloisonné, chacun dans nos professions, clivés. Là, on a l'occasion de vraiment pouvoir travailler dans l'immédiateté pour le patient, quoi, de prendre en charge tout de suite et dans les meilleures conditions. Et ça, c'est formidable. Ça, on trouve pas. Pour l'instant, on ne le trouve pas en ville. Il faut vivre à la campagne pour ça. C'est formidable. C'est là-bas. L'implantation des maisons de santé est une solution qui semble efficace, même si elle demande des investissements importants de l'État et des collectivités locales. Mais dans ce modèle qui préserve la médecine libérale, les parties du territoire les moins attractives et les plus défavorisées resteront vraisemblablement sans médecins. Notamment dans les banlieues des grandes villes, car contrairement à ce que l'on croit souvent, les déserts médicaux ne sont pas uniquement en zone rurale. Les déserts médicaux sont souvent aux portes des métropoles médicales les plus développées. Vous voulez un exemple? Dans le quartier du Luxembourg, à hauteur de la station RER du Luxembourg, on trouve 20 médecins généralistes libéraux pour 10 000 habitants et presque 70 médecins spécialistes pour 10 000 habitants. Descendons à La Courneuve-Aubervilliers. Là, on comptera 5 médecins généralistes pour 10 000 habitants et moins de 2 médecins spécialistes pour 10 000 habitants. Une rupture extraordinaire. D'un côté, l'abondance, de l'autre côté, l'extrême rareté.
à quelques minutes d'intervalle, dans les très grandes villes, on passe non pas du simple au double, mais à une possibilité de recours aux soins par la présence médicale qui varie de 1 à 50 pour la médecine spécialisée. Après, on s'étonne des problèmes que posent ou qui se posent dans ces banlieues. Mais évidemment, il y a une sorte de faillite là. Le manque de médecins a-t-il une conséquence sur la santé de ceux qui habitent ces territoires? Pour le savoir, Emmanuel Vigneron a appliqué à la région parisienne son critère de la mortalité prématurée avant 65 ans. Le long de la ligne B du RER, l'inégalité territoriale se transforme-t-elle en inégalité sanitaire? Eh bien, on peut être que surpris de constater qu'en quelques minutes, à la gare du Nord, le 19e, le 20e arrondissement, la mortalité, elle est déjà 1,8 fois supérieure à ce qu'elle est dans le 6e et le 7e arrondissement. Et si on prolonge en direction de Saint-Denis et au-delà, vers Bobigny, le risque, alors qu'on est français, comme celui du 6e ou 7e arrondissement, est 2 fois supérieur de mourir de manière prématurée. Et donc on ne peut être que très surpris de cette très profonde inégalité, et je crois, en tant que citoyen, en colère. Bobigny est un désert médical au cœur du Grand Paris. Comme partout en France, l'hôpital public est le dernier recours pour les habitants qui ne trouvent pas de médecin. La désertification médicale a notamment pour conséquence l'augmentation des passages aux urgences. En 20 ans, le recours aux urgences a doublé en France, comme ici, à l'hôpital Avicenne. Vous n'êtes pas diabétique, monsieur? Non. Une fois que vous aurez fait les évoques, Tazo, 4, il me semble que ça va. On va vous calmer la douleur. L'hôpital Avicenne est doté de plus de 1000 lits et de 3800 professionnels soignants. 1, 2, 3. Ces urgences accueillent chaque année 40 000 patients. C'est très mauvais signe prédictif, ça. Tenez bien la sondage. L'appauvrissement de ce réseau de soins traditionnels du médecin généraliste, du médecin de famille, conjugué au fait que la population de Seine-Saint-Denis a un certain degré de précarité, font que les patients, lorsqu'ils vont à l'hôpital, ont des pathologies souvent déjà bien évoluées, ne vont pas voir leur médecin au premier signe d'une maladie qui potentiellement est grave. En particulier en cancérologie, on a la surprise de découvrir, de détecter des cancers aux urgences parce que la maladie est tellement évoluée qu'elle se découvre sur une modalité d'urgence, quelquefois même d'urgence vitale, comme des détresses respiratoires, comme des détresses vitales d'un point de vue tensionnel, d'un point de vue hémodynamique. Malheureusement, ces patients ont perdu beaucoup de temps et beaucoup de chances de survie, alors que s'il y avait eu une prise en charge plus précoce, ces malades auraient pu être détectés et traités avec, on va dire, plus d'efficacité. Ça vous fait mal, là? D'accord. Ok, laissez. Voilà, vous êtes venu pour ça? D'accord. Je suis venue justement pour vous. Oui, mais on a trouvé que vous avez beaucoup de sucre dans le sang, hein, que vous avez une tension élevée. On va vous endormir un petit peu, madame. Ça va, madame? Vous appelez comment? Ça va être bon, là. Vas-y. Voilà. Hop là. C'est bon? C'est bon. Elle est réduite. L'hôpital public est un garant de l'égalité et de santé en France. Il permet d'offrir un niveau de soins équivalent à chacun, quel que soit son niveau de vie et sa situation géographique. Il est le dernier rempart, mais un rempart fragilisé ces dernières années par l'afflux de patients aux urgences et par le manque de moyens. Une situation qui devient souvent impossible à gérer pour les urgentistes. Allô ? Oui, bonjour, je suis l'interne des urgences de l'hôpital Avicenne.
Je vous appelle concernant un de nos patients pour essayer en fait de le transférer. Elle cherche une place en chirurgie en urgence pour un patient qui a une ischémie de membre. En fait, il faut désobstruer l'artère de la jambe en urgence. Sinon, le risque, c'est qu'il perde la jambe définitivement avec une amputation à la clé. On ne l'opère pas ici parce qu'il y a déjà 2 patients en attente avec le même diagnostic, donc qui nécessitent une désobstruction en urgence. Les blocs opératoires sont saturés, les lits d'hospitalisation sont saturés et le centre où il est suivi est saturé pour les mêmes raisons. Oui, bonjour, c'est l'interne des urgences de l'hôpital Avicenne. La stratégie est d'appeler dans tous les centres de référence en chirurgie vasculaire pour pouvoir justement prendre en charge ce patient le plus vite possible. Donc on vous a expliqué un peu, Monsieur Vampouille, ce que vous aviez. Oui, mais qu'est-ce que vous pouvez me déboucher alors? Oui, normalement c'est une prise en charge chirurgicale en urgence. On essaie de trouver une place. Pour l'instant, il n'y a pas de place sur l'hôpital Avicenne en vasculaire. Au centre cardiologique du Nord non plus, on a essayé de les joindre. Voilà, il n'y a pas de place. Et donc Bichat, on va essayer de les joindre. Pompidou, on a essayé, il n'y a pas de place pour l'instant. Mais de toute façon, dès que je peux vous transférer quelque part, on organise les choses. Non, pas trop loin, c'est où il y a de la place, parce que de toute façon, c'est une urgence. À tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Monsieur Vampouille a déjà été amputé d'une jambe il y a plusieurs années. Il vit avec une prothèse. Si je perds la jambe, je perds pas que la jambe. Non, je reste pas les 2 jambes. Non. Une, ça va, mais je ne supporterai pas. J'ai déjà eu du mal là, mais là, je ne supporterai pas. Je m'en suis sorti parce que moi, ça va, j'ai ma voiture, je peux me promener, je peux me balader. Je peux tout faire, mais si je ne peux plus rien faire, non. Puis ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà du mal. J'aime bien bricoler, je peux déjà presque plus bricoler, alors c'est pas la peine. Ça, je ne supporterai pas. Je suis aux urgences et j'ai un gros problème, c'est que j'ai un patient avec une ischémie de membre. Dis-moi, tu es au courant de la thrombose là qu'on n'arrive pas à placer? Vraiment pas de place, parce qu'on a essayé vraiment tous les services, c'est ce qu'ils répondent tous. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on le place. On ne peut pas le laisser comme ça, on le laisse plus de 2-3 heures encore et il perd sa jambe, quoi. Donc c'est pas un orteil, c'est une jambe entière. Un patient ne peut être opéré, même en urgence, que si un lit d'hospitalisation est disponible pour lui après l'opération. Georges Pompidou, La Pitié, Kremlin-Bicêtre, Mont-d'Or, Ambroise Paré, Meaux, Argenteuil. Voilà, c'est la liste de tous les hôpitaux. On a essayé d'appeler pas mal déjà. Pendant 3 heures, 2 médecins urgentistes se battent pour trouver une place. Ils répondent pas à Argenteuil, impossible de les joindre. Impossible de joindre l'hôpital d'Argenteuil. Ouais, voilà. Les moyens dont ils disposent semblent dérisoires. Pas de liste des numéros de téléphone avec un accès direct au bon service. Ils tombent systématiquement sur le standard des hôpitaux. Et je fais pour le standard, c'est? Et perdent de précieuses minutes. On est en cours avec La Pitié. Non, le numéro n'est pas valable. 34, tu dis? Non, j'ai pas le numéro. C'est leur boulot de chercher le numéro de téléphone. C'est hallucinant. C'est un standard, c'est fait pour ça. Ils doivent souvent expliquer au standard qui n'a pas de compétences médicales qui ils cherchent à joindre. Allô? Et sont même dirigés par ce standard vers de mauvais services. C'est dermato, diabéto. Alors je sais pas, je suis vraiment désolée de vous le dire, mais là j'ai appelé le standard à qui j'ai demandé la chirurgie vasculaire. J'ai spécifié que c'était urgent. Je ne comprends pas pourquoi on est en dermato. Je comprends pas. Oui, bonjour, vous êtes interne en vasculaire? Oui, s'il vous plaît. Oui, c'est les urgences de l'hôpital Avicenne à Bodny. On cherche à transférer un patient pour l'ischémie du membre supérieur. Un chirurgien vasculaire. Pas de place, chez nous, il n'y a pas de place, on ne peut pas l'opérer. Il n'y a pas de vasculaire sur Bicêtre. Oui, non, il n'y a pas de souci. Merci. On m'a transféré vers la chirurgie digestive. Alors, à bout de solutions, ils fouillent dans leurs agendas personnels et tentent désespérément de joindre des médecins qu'ils connaissent et qui pourraient les aider. Le tien que t'as appelé. Allez, l'appelle à un ami. Merde, j'ai plus son numéro. Très bien. Écoute, j'ai besoin d'aide. Tu as eu Benoît? Je l'ai eu. Oui. C'est Niet, oui, on l'a eu, c'est Niet. Alors je te rappelle parce que là, c'est craquage. Ça fait déjà 3 heures que je suis au téléphone. Tu vois, faire le travail de l'interne de vasculaire, tu vois. On a tout essayé, Agathe. Ouais, je sais, mais nous, on a un senior et une interne qui sont trombolisés à essayer d'appeler pour transférer partout ce patient et les patients qui se cumulent aux urgences. Normalement, c'est pas à nous de faire ça. Surtout que voilà, le tableau des urgences se remplit. Ça fait 12h44 qu'il est là. Donc moi, je veux bien le laisser aux urgences, mais au bout d'un moment, il faut lui trouver une place. C'est ce qu'on vit tous les jours aux urgences, c'est
des patients qui présentent des problèmes aigus graves et pour qui on n'arrive pas à trouver de place en urgence et qu'on n'arrive pas à prendre en charge en urgence. Parce qu'on manque de lits d'hospitalisation, de moyens au bloc opératoire, d'équipes médicales et paramédicales qui puissent prendre en charge les urgences en plus. Donc forcément derrière, on va avoir une carence thérapeutique et les patients ne sont pas pris en charge correctement. C'est pas optimum pour eux. Donc finalement, nous on est devant un mur et on essaie de franchir l'obstacle et c'est extrêmement difficile. L'hôpital public, aujourd'hui, c'est une cocotte minute. On lui demande à la fois de maîtriser ses dépenses. Jamais on a maîtrisé aussi bien les dépenses hospitalières. Et d'ailleurs, on a vu la part des dépenses hospitalières dans le total des dépenses de santé baisser. Et on lui demande de soigner de plus en plus de gens. De plus en plus de catégories de la population sont chassées de la médecine de ville et arrivent aux urgences. Et en même temps, on ferme des lits dans les services de pointe des hôpitaux, mais aussi on manque de lits d'aval. Et donc on voit bien que là, si vous voulez, l'hôpital public, qu'on accuse souvent de mal fonctionner, c'est le lieu où s'ajustent toutes les contradictions, tous les dysfonctionnements du système de santé. Les économies de santé qu'on leur demande s'exercent surtout sur le personnel. C'est pas un secret, hein, c'est clair. Le premier secteur de dépenses, c'est le personnel. Hein. C'est 70% des dépenses de l'hôpital. Et donc c'est là-dessus qu'on essaie de faire des économies. Alors, j'ai des lits qui sont fermés par manque de personnel. Donc ça m'empêche d'hospitaliser les patients. Mais ça, c'est quotidien. Malheureusement, de taper sur l'hôpital va avoir des conséquences dramatiques sur la santé des Français, hein, ça c'est clair. J'ai probablement trouvé une place à Argenteuil qui a la gentillesse d'essayer de dégager un peu les murs pour accueillir le patient, mais ça prend un petit peu de temps, il me rappelle dans les 5 minutes. Donc pouvoir le prendre au bloc opératoire, voilà. Donc, mais c'est la seule place en Ile-de-France apparemment qu'on pourra trouver pour ce patient-là. La jambe de Monsieur Vampouille sera finalement sauvée. Les difficultés d'accès à un médecin généraliste ou spécialiste, comme les difficultés de l'hôpital, n'expliquent pas à elles seules la profonde inégalité de santé entre le centre de Paris et la Seine-Saint-Denis. Pourquoi y a-t-il 2 fois plus de risques de mourir avant 65 ans à Bobigny qu'au Jardin du Luxembourg? La recomposition du territoire autour des grandes métropoles est une première explication. Les personnes les plus défavorisées sont repoussées en périphérie, loin des centres-villes. Et les chercheurs savent aujourd'hui que la pauvreté a un impact direct sur la santé. Pour le cancer, première cause de mortalité en France, on constate qu'il y a 3 à 4 fois plus de risques de mourir de cette maladie selon que l'on est en bas ou en haut de l'échelle sociale. Une fois la maladie déclarée, les patients les plus riches survivent en moyenne plus longtemps à un cancer que les plus pauvres. La France a pourtant fait des progrès considérables pour réduire ces inégalités. Depuis le premier plan national contre le cancer en 2003, tous les patients ont droit au même traitement partout sur le territoire. Alors, comment expliquer que malgré ce plan, l'on survive moins bien au cancer quand on est plus pauvre? Anne Festa dirige le réseau Oncologie 93 à Bobigny. Ce réseau de santé accompagne les personnes les plus fragiles socialement qui sont atteintes d'un cancer. Je pense qu'on peut dire, sans trop se tromper, qu'aujourd'hui, en France, tout un chacun peut accéder aux meilleurs soins par rapport à sa pathologie. Peu importe qui on est, où on est et nos ressources. Par contre, là où on a une question qui se pose, c'est que c'est pas tout à fait pareil de recevoir un traitement de chimiothérapie avec des effets secondaires redoutables quand on est seul, quand on n'a pas, de famille soutenante, quand on n'a pas d'argent pour éventuellement avoir accès à des soins de support. Alors j'entends par soins de support des soins, un accès à une diététicienne pour avoir des conseils sur comment gérer les effets secondaires des traitements, un accès peut-être à une autre consultation plus spécifique de la douleur parce qu'on a des douleurs séquelaires, par exemple de chirurgie. C'est là où moi je pense qu'il y a une fracture aujourd'hui. C'est pas forcément sur l'accès aux soins, mais sur justement comment on va faire pour pouvoir poursuivre ces soins-là.
Nicole Vainqueur a 41 ans. Comme 48 000 Françaises chaque année, elle souffre d'un cancer du sein, premier cancer chez la femme dans notre pays. Nicole est soignée à l'hôpital. Installez-vous. Merci. Elle vient chercher un soutien auprès du réseau. Comment ça se passe du coup à la maison? C'est pas trop ça. C'est pas trop ça? Non. Alors les ouvertures de droit sont faites, mais c'est pas trop ça. Pourquoi? L'ambiance? L'ambiance, il m'a dit qu'il va partir de la maison et donc, du coup, je vais me retrouver seule avec mes enfants. Alors, il compte partir de la maison parce que du coup vous êtes en conflit, parce que... Oui, parce qu'on est en conflit, on se prend tout le temps la tête et... Des fois, je me demandais s'il souhaitait pas que je meure même. C'est vrai, des fois, je me posais la question, je me disais, mais est-ce qu'il veut pas que je meure des fois? Nous, on peut vous soutenir parce que ça peut être compliqué aussi de gérer tout en même temps. Les traitements, la chimiothérapie. Nathalie m'a dit que vous aviez aussi votre diabète à équilibrer, etc. Oui. Donc voilà, on va essayer de faire étape par étape. C'est pas quelque chose qui se fait rapidement de pouvoir se séparer, etc. Mais vous n'êtes pas toute seule. D'accord. Le cas de Nicole n'est pas exceptionnel. Confrontés à la maladie, de nombreux couples n'y résistent pas. Une douloureuse réalité qui est très inégalement répartie. Quand c'est une femme qui est frappée par le cancer, 1 sur 5 est abandonnée par son mari. Pour les hommes, c'est à peine 1 sur 30 qui sera quitté par sa femme. Allô, bonjour. Bonjour. Annie, infirmière du service. Enchantée. Moi, c'est Madame Vainqueur, Nicole. Vous allez mettre les masques, s'il vous plaît. Vous êtes bien maquillée. Merci. Je vais vous poser votre traitement. D'accord. Toutes les 3 semaines, Nicole se rend à l'hôpital pour sa séance de chimiothérapie. C'est bon. Allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Merci. Okay, je vous en prie. Deux fois, je viens de faire une chimio et je me sens pas bien, je me sens fatiguée, je me sens mal. Mais je me dis, il faut que j'aille chercher mon fils à l'école. J'y vais, j'ai des envies de vomir, je peux même vomir dans la rue. J'ai toujours un petit sac au cas où je vomis dans la rue. Mais j'y vais, je vais chercher mon fils. Il faut que j'aille faire des courses, que je fasse mon ménage, il faut que je fasse à manger, il faut que je fasse ça et ça et ça. Des fois, j'ai envie de laisser tout tomber. Après, je pense à mes enfants. Non, je ne peux pas le faire que ça. On observe que des gens, et ça c'est des vraies histoires, des vraies situations qu'on a eues, nous ont téléphoné en disant « j'arrête, c'est trop pour moi, je peux pas ». Et on a eu des gens qu'on est allé rechercher, qu'on est allé, j'ai envie de dire, repêcher vraiment chez eux, en leur disant « voilà, on va vous accompagner pour avoir de l'aide à la maison, on va vous accompagner d'un point de vue nutritionnel, on va vous accompagner pour que vous ne soyez pas toute seule avec vos enfants le soir ». Donc oui, cet accompagnement psychologique, psychique, qu'il soit individuel ou collectif, nous pensons qu'il a un impact, je ne sais pas sur la guérison, mais en tout cas sur le vivre sa maladie et sur les effets secondaires des traitements, oui, certainement. Dans les établissements de santé de la Seine-Saint-Denis, les patients atteints d'un cancer sont aiguillés vers le réseau Oncologie 93 qui évalue leur vulnérabilité. Une veille qui permet au réseau de détecter au plus tôt les malades les plus précaires. Nous, on a un petit souci, c'est qu'il n'y a pas de rentrée d'argent chez nous. Oui. J'ai pas envie de me trouver dans la rue, moi, ma femme et mes enfants, quoi. Alors, on s'accroche. On enlève tout le superflu, même l'essentiel, quoi, pas de superflu. C'est-à-dire l'essentiel, vous êtes... L'essentiel, c'est qu'on mange et on paye notre échéance. Oui, d'accord. Et l'assistante sociale de l'hôpital nous a donné des dossiers qu'on n'arrive pas à remplir. S'il y a quelqu'un de chez vous qui peut passer chez nous...
Le réseau Oncologie 93 doit souvent commencer par aider les malades et leurs familles à défendre leurs droits. Bonjour Chloé Bauder, je suis l'assistante sociale. Enchantée. Monsieur Boisis dirige une petite société dans le bâtiment. Touché par un cancer intestinal, il a dû arrêter de travailler. Ne bénéficiant que d'une couverture sociale minimale, le statut de chef d'entreprise est en France l'un des moins protecteurs. Alors, comment allez-vous? J'ai mal au bras, j'ai mal au genou, j'ai mal au dos. J'arrive même plus à faire 2 étages à la suite, c'est pas possible. Et ça fait depuis le mois de janvier de l'année dernière, 2013, j'ai plus de salaire. Si je vais mieux d'ici quelques temps, bon, peut-être que je reprends l'entreprise, mais sinon, je l'arrête. En attendant que vous puissiez reprendre l'emploi, que vous puissiez arranger vos affaires au niveau de votre travail, il y a des dispositifs qui existent en France qui sont des droits. Vous avez toujours travaillé, vous avez toujours cotisé pour que peut-être un jour, vous aussi, vous ayez ces droits-là, si vous en avez besoin, un jour. Je vous dis franchement, j'ai jamais eu des aides comme ça, quoi. On n'a jamais demandé. Il arrive toujours à surmonter, à travailler et tout. Là, c'est vrai qu'on se fait aider par la famille. Oui. On ne peut pas laisser quelqu'un sans droit. J'ai le droit à quoi, moi? Alors déjà, est-ce que je peux me permettre de prendre les dossiers? Bien sûr. Parce qu'il y en a un, moi, qui est sur la table, c'est le premier qui est dessus, c'est la CMU. Celui-là, il est important pour une chose surtout, c'est en cas d'hospitalisation, il vous faut une couverture maladie. Donc ça peut être quelque chose, à mon avis, qui pourrait vous permettre de vous soulager un petit peu dans le budget. Vous saviez que vous aviez le droit à tout ça? Non. On a tendance à penser qu'en France, on aurait peut-être tendance à abuser des droits. En fait, on s'aperçoit, et nous, c'est ce qui nous a profondément marqué depuis 7 ans maintenant que je suis à la tête de ce réseau, que la plupart des gens ne connaissent pas leurs droits et que les droits ne sont pas ouverts. Je crois que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait profité du système. J'ai plutôt rencontré des gens pour qui les droits n'étaient pas ouverts et pour qui il a fallu presque plaider en faveur de la sécurité sociale, en faveur de ce à quoi ils pouvaient prétendre pour qu'ils acceptent notre aide. Et qu'est-ce qui vous a dit d'aller voir l'assistante sociale de l'hôpital? C'est la belle-sœur. C'est votre belle-sœur qui a pris rendez-vous? Qui a appelé, qui a pris rendez-vous. Je ne serais jamais allée. Ouais. C'est dur. De demander de l'aide. Ouais. C'est admettre qu'il y a un problème. Il faut accepter déjà. Déjà, on n'accepte pas la maladie. Et accepter les dossiers comme ça, c'est dur. On se dit non, ça va aller. Tout à l'heure, votre mari nous a dit que vous aviez beaucoup pleuré. Ouais. Et c'est encore difficile un petit peu aujourd'hui? Non, par rapport à la maladie, non, ça va. Non, mais c'est dur. Si jamais vous avez le sentiment que vous avez envie d'en parler un peu plus en individuel, c'est possible. Quand il est arrivé à l'hôpital Avicenne, le professeur Laurent Zellec a été frappé par la grande précarité de ses patients. Il a décidé de présider le réseau Oncologie 93. Ce qui se passe, c'est que quand vous avez une maladie chronique, comme le cancer, ça pose un problème assez immédiat de subsistance au quotidien. Vous êtes dans le rouge à la fin du mois déjà naturellement, et vous savez que ça va être 3 mois sans rentrée d'argent. Comment on fait pour subvenir aux besoins des enfants? Et on voit arriver des frigos vides, on voit arriver des gens qui ont des problèmes pour remplir le frigo. On est dans des injonctions contradictoires presque. On explique aux gens qu'il faut faire des chimiothérapies, qu'il faut venir à l'hôpital, qu'il faut rentrer dans des démarches de traitement, de prise en charge de maladies chroniques. Et eux, ce qu'ils voient, c'est comment je vais vivre là maintenant et comment je vais nourrir ma famille. Nicole Vainqueur ne peut plus travailler depuis qu'elle suit son traitement de chimiothérapie. Dans l'incapacité de payer ses factures, elle est désormais sous la menace d'une coupure d'électricité. Le réseau est intervenu et a réussi à négocier avec son fournisseur d'électricité un échelonnement de ses impayés. Pourtant, quelques jours plus tard, alors que Chloé, l'assistante sociale, arrive au réseau, Nicole Vainqueur téléphone en panique. Malgré l'accord initial de maintenir son abonnement,
les techniciens se présentent chez elle pour couper l'électricité. Faut pas qu'il coupe. Non, faut pas qu'il coupe. Madame Vainqueur, dites-lui que je veux dire, il y a la directrice qui veut lui parler là. Non, mais courez pas, Madame Vainqueur. Regardez juste si vous le voyez. Si vous pouvez l'attraper, vous me le passez au téléphone. Si vraiment ça marche pas, c'est pas grave. Stressez pas, on est en train avec Chloé. Chloé est avec moi, elle est sur l'autre ligne, on appelle les gens qu'on a eu vendredi. Donc on va tout faire pour remettre l'électricité, vous stressez pas. À tout de suite, au revoir. Bonjour et bienvenue à l'espace Solidarité GDF Dolce Vita, destiné aux services sociaux. Dolce Vita, espace Solidarité, coupe. 6 centimes la minute. 6 centimes la minute, voilà. Alors, clairement, il y a eu un petit souci d'annulation de demande de résiliation. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour rattraper le... Bonjour, excusez-moi, je suis la directrice du réseau. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rattraper le coup? Elle est dans une situation très compliquée. On est, nous, un réseau de santé en cancérologie, donc elle est actuellement en traitement. Elle a 2 enfants mineurs à charge. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais voir si j'ai la possibilité de rétablir aujourd'hui. Ça serait génial. C'est au bon vouloir des services techniques, donc ne quittez pas. Ouais, merci beaucoup. Je vais essayer d'appeler les services techniques en direct, je vais voir ce que je peux faire. Merci beaucoup, monsieur. L'urgence là pour Madame Vainqueur, c'est pas c'est quand ma prochaine chimiothérapie et je me repose pour être en forme. C'est je cours, je descends les escaliers, j'appelle le réseau parce que faut que je rattrape le type qui vient de couper l'électricité et que je fais comment? Sa préoccupation va devenir celle-là. Est-ce que si elle avait une chimiothérapie aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce qu'elle y va? Merci d'avoir patienté. Je vous en prie. Alors, je suis vraiment désolé. Je suis tombé sur quelqu'un de pas très sympathique au niveau des services techniques. Alors, j'ai tenté de lui faire comprendre qu'il y avait une situation d'urgence, que c'était un cas un peu particulier. La réponse qui m'a été faite, et j'en suis navré, c'est voilà, si tous les cas étaient particuliers, les services techniques seraient débordés. La seule solution, c'est de rappeler ce soir après 17h pour qu'on puisse faire la demande de rétablissement une fois que le bon aura été soldé. Découvrez Assurance Facture. Avec le service, vos factures d'énergie sont prises en charge en cas de perte d'emploi ou d'accident de la vie. Ça va, chérie? Oui, ça va. Notre nouveau service dépannage électrique. J'espère que le téléphone va pas être déchargé avant que... Ça va être la catastrophe, là. Si j'avais pas cette maladie, j'aurais travaillé comme les autres, j'aurais fait comme les autres, comme d'habitude, comme ce que j'avais l'habitude de faire. Donc, en quelque sorte, la maladie, elle est pour tout ça, elle engendre tout ça. Elle engendre tout ça, la maladie. C'est pas on me donne le produit pour me soigner, mais si avec tous ces problèmes que j'arrive pas à résoudre, ça joue sur mon moral, tout. Même si je devais guérir avec les médicaments qu'on me donne, mais bon, tout se passe dans la tête. Prends le feutre, chérie. Fais ça. Prends le feutre. Découvrez Assurance Facture. Avec le service, vos factures d'énergie sont prises en charge en cas de perte d'emploi ou d'accident de la vie. Il y a des patients chez qui on n'arrive pas à faire le traitement optimal. Et il y a des patients chez qui, par exemple, on sait qu'une chimiothérapie X ou Y va être quand même mal supportée et je ne veux pas voir cette personne qui revient au bout de 3 semaines et me dit « là, je ne peux pas continuer, il me faut 15 jours de repos parce que je ne peux plus monter chez moi avec mes courses ». Donc parfois, on va baisser d'un petit cran pour être sûr que cette personne revienne toutes les 3 semaines et fasse son programme thérapeutique correctement. Donc il y a des petites concessions qu'on peut se permettre. Le problème de ça, c'est que vous avez des gens qui sont fragilisés, qui sont défavorisés, qui ont encore plus que les autres besoin de la protection de la société, et à qui on va dire au contraire, ben non, ma pauvre dame, déjà, vous êtes bien fatiguée, vous avez pas mal de problèmes, pour vous, en faire un traitement sous-dosé, ce sera bien assez. Je caricature volontairement, mais vous voyez tout ce qu'on déclenche. Ça veut dire qu'on écorne un droit fondamental qui est le droit aux soins et au traitement optimal, et finalement,
je dirais que cette personnalisation, c'est quelque chose qui me gêne profondément. Et plus j'y réfléchis, plus ça me gêne pour des raisons éthiques élémentaires, même si je suis amené à le faire. Aujourd'hui, en France, un ouvrier vit en moyenne 7 années de moins qu'un cadre. Cette profonde inégalité s'explique en partie parce que les personnes les plus précaires ont moins de chances de guérir d'un cancer. Mais ce n'est pas la seule raison. La santé ne se résume pas à la médecine. Il faut aussi comprendre pourquoi l'on tombe malade et quels sont les facteurs qui déterminent notre état de santé. Les conditions de travail sont aujourd'hui parmi les principales causes des inégalités sanitaires. Un ouvrier a une espérance de vie moins longue qu'un cadre et il vivra ses dernières années en moins bonne santé. Pour comprendre cette inégalité fondamentale, il suffit de se rendre au sud de la France, le long des rives de l'étang de Berre, aux portes de Marseille. À Fos-sur-Mer, existe l'un des plus importants sites industriels français. C'est là, dans les années 70, que des milliers d'ouvriers ont édifié un gigantesque complexe sidérurgique et pétrochimique dans ce qui fut à l'époque le plus grand chantier de construction de toute l'Europe. Il y a du loup, de la dorade, c'est des bons endroits de pêche. Je suis venu pendant 38 ans travailler dans cette usine. Bon, je n'en veux pas particulièrement. Elle m'a quand même donné 2 maladies, mais bon, elle m'a fait travailler aussi. Monsieur Lebois-Chérat a travaillé pendant 30 ans dans l'important site sidérurgique de Fos-sur-Mer, aujourd'hui propriété d'ArcelorMittal. Il est atteint de 2 cancers. Un cancer de la plèvre causé par l'amiante et une leucémie causée par la respiration de fumées toxiques. Il ne faut pas aller au travail pour se faire empoisonner ou pour attraper des maladies. Ça, c'est vrai que c'est pas bien. Moi, je l'aurais su au départ, j'aurais quitté l'usine, en sachant ce que je sais maintenant. Mais bon, je ne savais pas, donc je ne pouvais pas quitter, et je le faisais. Monsieur Lebois-Chérat travaillait à la coquerie d'ArcelorMittal. Cette partie de l'usine où l'on fabrique le coq pour l'acier est l'un des sites les plus polluants du bassin de Fos. Les ouvriers y sont notamment exposés à des fumées particulièrement toxiques. Les cancers de Monsieur Lebois-Chérat ont été reconnus en maladie professionnelle grâce au soutien d'une association, l'APCME, l'Association pour la prise en charge des maladies éliminables. Elle est constituée d'une 40aine de médecins généralistes du bassin de Fos-sur-Mer. Depuis 30 ans, ils aident les ouvriers malades à obtenir la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur maladie. Lorsqu'un salarié se présente à la PCME, des médecins bénévoles reconstituent d'abord avec lui son parcours professionnel afin de voir où la personne a été exposée au risque. Ce jour-là, Marc Andéol et le médecin Philippe Lemeurer cherchent à comprendre comment un salarié d'ArcelorMittal est tombé malade. Il travaille lui aussi à la coquerie. Vous êtes arrivé à la coquerie en 2006. Quel est votre parcours professionnel? Donc, moi, je suis un enfant d'ArcelorMittal, on va dire. J'ai commencé ma carrière à 13 ans, à être dans le milieu sidérurgique. Donc, moi, j'ai pris beaucoup d'amiante parce que j'étais électricien de maintenance. Je m'occupais des cellules haute tension. C'était tout des blocs de pare-flammes en amiante. Donc, on devait ouvrir ces pare-flammes-là pour nettoyer au pinceau et à la soufflette. Bien sûr, aucune protection. Mais les salles électriques, c'était des nuages d'amiante, en petites particules, bien sûr. Vous avez fait ça combien de temps? Attendez, j'ai mon CV de 81 à 85. Chaque fois qu'on me fait une analyse, on me trouve quelque chose. Je suis malade de partout. On m'a fortement recommandé de faire un scanner, et c'est là où on m'a trouvé la maladie de l'amiante, donc des plaques de pleurésie sur les 2 poumons. Jusqu'il y a encore 2 ans, je ne savais pas du tout que j'avais ça. Aujourd'hui, ça serait à refaire. Je ne penserais pas travailler dans la sidérurgie. Parce que c'est une souffrance, le travail à la coquerie, c'est une souffrance, parce qu'il y a beaucoup d'environnement malsain. Si je devais me mettre aujourd'hui une étiquette à la coquerie, je mettrais une étiquette « Attention, cancer » pour tous.
Quand vous voyez que vous allez à plusieurs enterrements de collègues qui ont pris la retraite 2-3 ans avant, on se pose des questions quand même. Vous pouvez faire une liste des collègues que vous connaissez directement, qui sont décédés de cancer, de façon à ce qu'on confronte avec la liste dont on dispose nous, et qu'on voit s'il y a des recherches à faire. Les collègues qui décèdent d'une leucémie, alors qu'ils ont travaillé à la coquerie, on n'en parle pas beaucoup. Les collègues qui ont des problèmes sanguins liés directement à la coquerie, on n'en parle pas beaucoup. Je me mets en mémoire un certain Maurice, qui est parti récemment, qui est parti à 55 ans en pré-retraite et qui a eu une leucémie, quoi. Il faut faire un dossier, parce que c'est le 3e cas de leucémie imputable à la coquerie dont on vient obtenir la reconnaissance. Donc, cette personne que vous connaissez, il faut que son cas soit déclaré. On doit enquêter sur chaque cas. La coquerie d'ArcelorMittal est le site qui préoccupe le plus les médecins de l'association. C'est une structure vieillissante de plus de 40 ans dont le délabrement progressif a entraîné une augmentation du risque pour les ouvriers. Pour le démontrer, des employés ont filmé leur environnement de travail à l'aide de leur téléphone portable. Un des salariés, sous couvert d'anonymat, commande ces images. Alors ici, nous avons l'enfourneuse. C'est une machine qui contient 40 tonnes de charbon en poudre et qui va venir remplir une cellule qui est chauffée à 1200 degrés. La enfourneuse va se positionner sur 5 bouches, les ouvrir en même temps, et 40 tonnes de charbon va couler dans ces bouches. Et nous voyons bien qu'il n'y a rien d'étanche au niveau des bouches d'enfournement, puisque la pression du four fait que toute la fumée va remonter, passer à travers l'enfourneuse et s'échapper à l'air libre. Et de se répandre un peu de partout, côté bureau. Les fumées jaunâtres qui s'échappent des fours sont du gaz de houille. Un gaz avec une forte concentration d'hydrocarbures polycycliques que les toxicologues appellent les HAP. Ces fumées toxiques ne contiennent pas moins de 4 molécules cancérigènes avérées et 11 molécules classées comme cancérigènes probables. Ce ne sont pas, comme le benzène, des cancers qui touchent uniquement le sang, mais des cancers qui peuvent toucher le tube digestif, les voies aériennes respiratoires, les reins, le sang également, et d'autres organes, et on a même un cas qui est un cas de cancer du cerveau. La coquerie a été construite au début des années 70. Et bien que la nocivité des HAP soit scientifiquement reconnue, il a fallu attendre 40 ans pour que des protections respiratoires efficaces soient données aux employés qui y travaillent toute la journée. Les coquilles ne sont équipés de masques ventilés que depuis 2012. Comme si le scandale de l'amiante et ses 3000 morts par an n'avaient servi à rien. La crise économique de 2008 a offert un prétexte à l'entreprise pour ne pas entretenir les installations. L'une des enfourneuses est défectueuse. Elle devrait replacer correctement les tampons pour boucher les ouvertures des fours. Ce n'est pas le cas. Depuis 5 ans, les syndicalistes demandent que la machine soit réparée. En vain. Alors, à chaque enfournage, la fumée s'échappe et des hommes doivent aller tant bien que mal colmater les brèches, s'exposant encore plus au risque. Alors ici, nous avons un lutteur. Donc il a une espèce de brouette avec un mélange d'eau et de chaud, une louche. Ouais, il vient mettre ce liquide autour du tampon pour éviter ces émanations de fumée. Ces lutteurs font partie des gens les plus exposés à la coquerie. Et là, on voit cette fumée extrêmement dense qui s'échappe dans le ciel. Les conditions de travail sont tellement pénibles qu'on est obligé de fuir cette fumée et soulever le masque et pouvoir respirer un peu d'air frais. Et malheureusement, quand on le fait, forcément, il y a toujours un petit peu de fumée qui rentrera dans le masque. Des employés de la coquerie nous ont confié un document confidentiel. Les résultats d'une campagne de mesure qui a évalué l'exposition des employés au benzoapyrène, la molécule la plus toxique contenue dans les fumées. Les lutteurs sont exposés à des doses 300 fois supérieures à la limite admissible. Malheureusement, les HAP sont entre 50 et 60% absorbés par la peau.
le reste étant par voie respiratoire. Il est très difficile d'échapper au HAP, très difficile, car il se dépose de partout. Il suffit de prendre une poignée de porte, de toucher quelque chose, peu importe, qui a été en contact avec de la fumée, automatiquement vous vous retrouverez avec des HAP sur la main, sur le bras, sur les jambes. Les conditions de travail, selon toutes les études, ont tendance à se dégrader et pourtant la prévention de ces maladies professionnelles et de ces accidents du travail n'a jamais été aussi faible. C'est-à-dire que, par exemple, on observe une diminution des effectifs de médecins du travail, comme d'ailleurs on observe une diminution des effectifs du corps des inspecteurs du travail. Tout cela correspond en quelque sorte à une politique de dérégulation du marché du travail et que l'on veut, en quelque sorte, imposer de moins en moins de contraintes aux entreprises. Et donc, on pose un arbitrage un peu infernal entre l'emploi, l'activité économique, la performance économique, la compétitivité, et de l'autre côté, la santé au travail. Et de fait, ce qui est sacrifié, c'est la santé au travail. Si l'on souhaite améliorer la santé des salariés en France, il faut prévenir le risque là où il existe, là où les accidents du travail sont les plus nombreux, là où les maladies professionnelles ont trouvé leur cause. Malheureusement, il n'y a aucun moyen de connaître le nombre exact de maladies professionnelles survenues dans une entreprise en France, ni les postes de travail concernés. Seule l'assurance maladie a ces informations, et elles sont confidentielles. C'est notamment cette impossibilité de savoir à quel danger leurs patients étaient exposés qui a poussé les médecins de l'APCME sur les temps de Berre à collecter depuis 30 ans des informations sur les maladies professionnelles dans chaque entreprise. L'association met en ligne sur Internet la liste des postes de travail à risque. Un outil précieux pour les médecins de la région qui peuvent d'un simple clic tout savoir des risques auxquels leurs patients ont pu être exposés. Et ce site travaille en effet sur l'accessibilité des informations pour tous les citoyens, pour les élus, pour les médecins, pour les employeurs et pour les services décentralisés de l'État. On va positionner sur le territoire les postes de travail en cause dans les cas de maladies professionnelles reconnus. Des personnes ont été atteintes. Ce n'est pas un risque hypothétique. Donc je sélectionne dans les installations la coquerie et je zoome sur cette installation. Apparaissent les risques de maladies avérées, réalisées, et on dénombre depuis 2003 pas moins de 15 cancers chez des sous-traitants qui ont touché cette installation. On n'est pas en condition d'affirmer que ces cas sont exclusivement dus à la coquerie et au travail que les personnes ont effectué à la coquerie, mais elles ont été exposées aux cancérogènes sur cette installation. L'association a donc recensé 15 cas de cancer depuis 2003 parmi le personnel sous-traitant qui a travaillé à la coquerie d'ArcelorMittal. On pourrait penser que ces 15 cas se retrouvent dans les statistiques nationales de l'assurance maladie. Étrangement, il n'en est rien. Il y a bien une publication qui, chaque année, va donner la répartition des maladies professionnelles par branche industrielle. Alors on va trouver le raffinage, on va trouver la coquefaction, on va trouver les branches technologiques. Donc on pourrait penser qu'en effet, les maladies qui s'y trouvent reflètent cette réalité-là. Mais dans les statistiques de l'assurance maladie, la maladie est imputée à l'employeur. Or, aujourd'hui, la diffusion de la sous-traitance fait que le lieu dans lequel je touche le risque et l'activité économique de l'employeur sont deux choses totalement distinctes. Il est évident que si je travaille pour une société du bâtiment et des travaux publics et que je vais travailler sur le plancher de la coquerie, dans ces conditions, mon cancer va apparaître comme un cancer du bâtiment et des travaux publics. Donc, on a des statistiques totalement déformées, quoi. On ne peut pas se comporter de façon correcte et éradiquer un problème si les données qu'on a sur le problème sont fausses. Or là, les données sont fausses, absolument fausses. Statistiquement, il n'y a plus de cancer imputable à la coquerie.
Comment la Caisse nationale d'assurance maladie peut-elle expliquer que les statistiques qu'elle publie ne permettent pas d'identifier l'entreprise où les employés sous-traitants ont été confrontés au risque? Comment justifie-t-elle cette défaillance de son système de données? On ne connaît pas toutes les relations de sous-traitance et c'est impossible pour les caisses d'être au courant de l'activité économique. On sait que cet employé a eu un accident chez cette entreprise, mais on ne peut pas savoir si cette entreprise le faisait dans le cadre de la sous-traitance d'une autre entreprise. Ça ne rentre pas dans notre... Nous, on assure un assuré pour un risque, en fait, chez un employeur, quelle que soit sa relation contractuelle avec d'autres entreprises. Donc c'est vrai que ça, on ne sait pas que c'est un sous-traitant. C'est sûr que on est conscient que c'est une fragilité de notre système, mais on n'a pas les moyens actuellement de pouvoir rattacher exactement la sous-traitance à son activité réelle au sein d'une entreprise. C'est une faille du système sur laquelle il faut qu'on réfléchisse, mais pour l'instant, on n'a pas forcément les outils concrets et faisables aussi, parce que... On est dans une fabrique, une production de l'invisibilité des maladies professionnelles associées à un certain type de risque. Et du point de vue de la responsabilité de l'assurance maladie sur la santé de la population. Là, on est dans une situation de faillite complète d'un organisme officiel qui a en plus toutes les données. En faisant ça, les entreprises font des économies, effectivement, mais aussi, sur le risque lui-même, c'est se dégager complètement de la responsabilité, tant de la gestion du risque que de ses conséquences pour les travailleurs qui le font. Et s'il y a une maladie professionnelle, ou même un accident du travail, c'est pas le donneur d'ordre qui est inquiété, c'est l'employeur sous-traitant. Cette invisibilité des sous-traitants a des conséquences sanitaires graves. Les politiques de prévention sont pensées à partir de données fausses. Pendant ce temps, les salariés de la sous-traitance sont 10 fois plus touchés par les maladies professionnelles que les autres salariés. Les entreprises sous-traitent le risque pour ne pas avoir à en assumer les conséquences. Comme si personne n'était finalement responsable de la santé des salariés. On comprend mieux pourquoi, aujourd'hui encore, un ouvrier en France vit en moyenne 7 ans de moins qu'un cadre. Alors là, c'est une réflexion de couverture. Et nous voyons des sous-traitants. Il faut savoir que dessous cette couverture qui sont en train de dépiler, il y a plus de 1200 degrés. Il y a à peu près entre 70 et 80 degrés sur le plancher lui-même. Il y a quand même de la fumée qui s'échappe. Personne n'a de masque ventilé. Ils ont tous un masque à bec, ce qui est interdit, vu le nombre d'heures qu'ils vont rester sur la batterie. Si ces personnes un jour ont un problème de santé, il sera quasiment impossible de les retrouver, vu qu'ils seront repartis de faire un autre chantier, un autre travail. Je voudrais rappeler les chiffres de l'épidémie de cancer. Au début des années 80, il y avait une estimation de 150 000 nouveaux cas par an. La dernière estimation remonte à 2012. On est à 355 000 nouveaux cas par an. Ça montre effectivement que le cancer est en train d'augmenter de façon astronomique et qu'on ne se donne pas les moyens de prévenir la survenue de ces cancers. Cette inégalité face à notre environnement de travail ne concerne pas uniquement les ouvriers. La pollution industrielle ne s'arrête pas aux portes des usines et surtout, elle existe ailleurs que dans l'industrie. C'est l'ensemble de la société qui est aujourd'hui concernée. La pollution environnementale joue un rôle de plus en plus grand dans les inégalités territoriales de santé. Selon l'OMS, la pollution de l'air est actuellement le principal risque sanitaire pour les citoyens. Depuis le développement industriel et l'arrivée de l'automobile, l'idée s'était répandue que face aux pollutions urbaines, l'air était meilleur à la campagne. Les enfants des villes seraient plus exposés que les enfants des champs. C'était sans compter les 100 000 molécules chimiques mises sur le marché et répandues dans l'environnement depuis 60 ans. En première ligne de ces produits nouveaux, les pesticides.
la France est le pays d'Europe qui en consomme le plus. Leur dangerosité est aujourd'hui avérée. Les familles qui vivent à proximité des cultures font partie des premières victimes potentielles de ces produits. Emmanuel et Christophe Rex se sont installés avec leurs 4 enfants à Léognan, au cœur des parcelles viticoles d'une des appellations les plus prestigieuses du vignoble bordelais. Nous sommes arrivés ici pour des raisons professionnelles, amenées par le travail en fait. Et en découvrant la commune, c'est vrai qu'on est tombé sous le charme. C'est voilà, une petite dizaine de kilomètres de Bordeaux, des paysages de vignes à perte de vue, des châteaux splendides, la forêt. Voilà, donc on était vraiment ravis. Voilà, l'école des enfants au beau milieu des vignes, on se disait, c'est vraiment le cadre idéal pour voir grandir nos enfants. Sauf qu'au bout de quelques mois, quand les pulvérisations ont commencé au mois d'avril, on a commencé effectivement à déchanter. Le rêve, en tout cas, pour ma part, s'est un peu transformé en cauchemar. C'est-à-dire qu'il fait beau, on a envie de manger dehors. Finalement, non, on rentre parce que le tracteur traite et que voilà, on sent les pesticides portés par le vent. On ferme les fenêtres, on rentre le linge, on bâche la piscine. La vigne a cette particularité qu'elle peut être cultivée en petites parcelles. Alors ici, comme dans la plupart des régions viticoles de France, les vignes sont entremêlées aux habitations, mais aussi aux lieux sensibles comme les crèches, les écoles et les hôpitaux. Les rangs de vignes du château Larrivet-Aubryon bordent le terrain de sport de l'école de Léognan. Tu mets bien ton chapeau dans la cour de récréation. Oui. Les enfants nous ont alertés à force d'interrogation en nous disant c'est bizarre, quand voilà, on fait sport, il y a des machines qui passent à côté avec des personnes qui sont dans des tracteurs, il y a de la fumée, etc. Immédiatement, le sentiment qui est monté, c'est un sentiment de colère. Parce que, j'allais dire, venant de l'extérieur, nous trouvions ça proprement hallucinant. C'est-à-dire que les ouvriers viticoles étaient, justement, d'ailleurs, et tant mieux, étaient protégés soit dans leur cabine, soit par des combinaisons. Et nos enfants s'ébattaient sur le terrain sans protection aucune. Et donc on en a discuté un peu avec les parents autour de nous qui étaient originaires de Léognan et qui nous ont dit non, effectivement, mais voilà, ça fait des années que c'est comme ça. Bon, tu sais, de toute façon, que ce soit ici ou ailleurs, à Léognan, tout le monde habite à proximité de vignes. Donc bon voilà, si vraiment on veut éviter cet écueil, il faut quitter Léognan. Depuis 3 ans, Emmanuel Rex et un groupe de parents d'élèves ont engagé un bras de fer avec le château, voisin du groupe scolaire. La demande de ces parents est simple, que les pulvérisations de produits chimiques sur les vignes qui bordent l'école se fassent en dehors du temps scolaire. Le château refuse, indiquant que cela entraînerait des coûts supplémentaires. Au CHU de Montpellier, Charles Sultan est professeur en endocrinologie pédiatrique. Responsable d'un groupe de recherche à l'INSERM, il est l'un des meilleurs spécialistes français des perturbateurs endocriniens et de leurs conséquences sur l'organisme des enfants. Alors, un perturbateur endocrinien, c'est une substance chimique qui est contenue dans l'air, dans l'eau, dans les nutriments, dans l'alimentation, et qui est susceptible de modifier l'équilibre endocrinien. Ils vont mimer l'action des hormones féminines. Et parallèlement, ils vont bloquer l'action des hormones mâles, et notamment pendant la vie fœtale. Les perturbateurs endocriniens sont des molécules présentes dans les pesticides, certains produits ménagers comme les détergents, les médicaments ou les emballages plastiques. Ces molécules ont notamment pour conséquence de déclencher des pubertés précoces chez les petites filles dès l'âge de 7 ans. Des parents désemparés viennent chercher des réponses auprès du professeur Sultan. Vous venez nous voir aujourd'hui parce que votre petite fille a à l'évidence un développement mammaire important, qui vous a préoccupé. Quel âge avait-elle quand la glande mammaire s'est développée? 8 ans. D'accord. Quand vous avez conduit votre grossesse,
Vous habitiez où? Dans la région, oui. Et entouré de vignes. Entouré de vignobles. C'est un facteur de risque, incontestablement. Moi, en tant qu'enseignante, j'ai des élèves de 8 et 9 ans. Ouais, Dans ma classe, j'ai 3 petites filles qui, pour moi, ont un développement mammaire. C'est frappant. L'année dernière, il y avait une petite qui avait commencé. Mais cette année, il y a 3 élèves. C'est évident, quoi. Qui a 8 ans déjà un développement mammaire, bien sûr. 8 ans, qui commence à être réglé. Dans votre classe aussi? Oui. Regardez, par exemple, la prévalence des précocités pubertaires. Et regardez qu'en Languedoc-Roussillon, on avait 15 par an. Actuellement, on en a plus de 120. Mais ce qui nous préoccupe, c'est que cette situation va conditionner plus tard toute une pathologie. Par exemple, les petites filles qui entrent en puberté ont des risques d'être résistantes à l'insuline, de développer des syndromes métaboliques, d'être obèses, d'avoir des ovaires polykystiques. Bref, les conséquences sont extrêmement importantes à la lumière des travaux des équipes américaines. Donc il faut bien suivre votre petite fille. Et il y a des traitements pour ralentir... Alors, si la puberté est d'origine centrale, on peut la freiner. Si c'est son cerveau qui a donné l'ordre d'entrer en puberté, vous me suivez? On peut freiner l'activité cérébrale. Si c'est périphérique, si ce sont les estrogènes ou les perturbateurs endocriniens qui créent ce développement mammaire et cette puberté que l'on qualifie de périphérique, puisqu'elle n'est plus centrale, la prise en charge thérapeutique est difficile, pour ne pas dire nulle. Comment voulez-vous que je réduise la pollution environnementale? C'est quasiment impossible. L'habitation ou l'école au milieu des vignes représente pour nous un facteur de risque que l'on prend en charge dans l'évaluation de ces pubertés précoces ou des malformations génitales ou des gynécomasties chez le garçon ou des micropénis. Bref, il y a une expression clinique très variée de la pollution environnementale, qu'elle soit fœtale ou néonatale ou pendant l'enfance. Les vignes ne sont pas les seules cultures à risque. Toutes les cultures agricoles qui sont traitées par des pesticides peuvent avoir un impact sur la santé de ceux qui vivent à leur proximité. Cette inégalité face au risque environnemental est encore sous-estimée en France. Pour lutter contre cette méconnaissance, les membres de l'association Génération Future se donnent pour mission d'informer sur les dangers des pesticides. Ils viennent de lancer une grande étude dans tout le pays pour savoir si des résidus de pesticides sont présents dans les cheveux et donc dans l'organisme des enfants vivant au milieu des cultures. Inquiets par les pulvérisations autour de l'école de Léognan, Emmanuel Rex et d'autres parents d'élèves ont accepté que leurs enfants participent à l'étude et que leurs cheveux soient analysés en laboratoire. Merci à vous d'être présentes là toutes aujourd'hui pour cette restitution entre guillemets du rapport et l'enquête à laquelle vous avez participé, du moins vos enfants. Je dirais les données globales les plus intéressantes et les plus importantes pour nous, c'est qu'en moyenne, par enfant, on a 21 résidus de pesticides perturbateurs endocriniens qu'on retrouve, donc en moyenne, sur l'ensemble des enfants. Pour nous, ce qui pose question, c'est l'effet cocktail. 21 molécules en moyenne, pour nous, ça nous interroge parce que personne n'est capable de dire quels sont les impacts environnementaux et sanitaires d'un cocktail de 21 molécules. Et même quand on demande aujourd'hui à l'agence qui s'occupe de ça, ils nous disent « nous, on n'évalue pas ça, on n'évalue pas ». Parmi ces 21 résidus de pesticides dans les cheveux des enfants, une partie est due aux produits agricoles et l'autre aux pesticides ménagers et aux produits vétérinaires utilisés sur les animaux domestiques. Personne ne sait dire aujourd'hui quelle sera la conséquence à long terme sur la santé des enfants de ce cocktail d'une vingtaine de produits chimiques. On peut d'autant moins le dire que les études qui permettent la commercialisation d'un pesticide sont effectuées par les fabricants eux-mêmes. Les pouvoirs publics se contentent de valider les études des fabricants avant d'autoriser les produits. Mais le plus grave est qu'aucune étude ne teste les effets cocktails des produits dispersés dans l'environnement. Le combat d'Emmanuel Rex et des parents d'élèves prend une tournure médiatique et politique forte lorsque le 5 mai 2014, un grave incident se produit à Villeneuve, un village voisin de Léognan. Alors que 2 tracteurs pulvérisent des pesticides sur les vignes qui entourent la petite école primaire, 23 élèves sont pris de malaise. Leur maîtresse est hospitalisée en urgence.
Voilà la vigne. Ah d'accord. Ah oui, alors, là on est vraiment... Là, le petit bâtiment qui est derrière, c'est la cantine. D'accord. Les salles de classe sont dans le bâtiment à gauche ici. Ouais. Et ça a duré du coup toute la matinée, cette histoire-là. D'accord. Le directeur a appelé plusieurs fois pour stopper l'affaire. Lui, il avait les lèvres qui lui brûlaient, il avait mal à la tête, il avait etc. des manifestations, des symptômes. Ouais. Là, ça sent encore d'ailleurs. Hein. Tu le sens, là? On sent, ouais. Ça sent les traitements. Ouais. Et puis, il a eu des gamins qui ont commencé à tomber, quoi. Il en a rattrapé quelques-uns à faire des malaises. Et puis, ça a été l'enseignante qui, dans sa classe, a dû se mettre par terre. Là, il s'est dit, il y a quelque chose vraiment qui ne va pas. Du coup, il a pris le téléphone, il a fait le 15. Et ça a déclenché l'arrivée des pompiers, etc. La maire de Villeneuve a refusé de reconnaître que les pesticides pouvaient être la cause des malaises. Rien d'étonnant, car c'est elle qui est propriétaire des vignes, responsable de l'intoxication. Elle a un peu minimisé les choses, on peut dire ça comme ça, en disant en gros que c'était un malaise collectif, un malaise qui était dû à la psychologie de groupe, quoi. Il y en a un qui a dû se sentir mal et puis les autres, par effet psychologique, se sont sentis mal aussi. Et puis ils voulaient monter dans le camion des pompiers. Enfin, c'était ce genre de, ce genre d'argument. Face à l'émotion déclenchée par la mise en danger des enfants à Villeneuve, la ministre de l'Écologie, Ségolène Royal, s'empare immédiatement de la problématique des écoles situées au milieu des cultures. Nous aurons l'occasion prochainement avec le ministre de l'Agriculture d'annoncer des initiatives et de prendre des initiatives sur la réduction des produits phytosanitaires dans l'agriculture et en particulier à proximité des écoles. Parce que vous le savez, il y a eu récemment dans le département de la Gironde une école contaminée à cause de l'épandage de produits phytosanitaires à 50 mètres de l'école alors qu'il y avait du vent. Donc il faut absolument des pratiques plus respectueuses quand même des espaces publics. Et notre idée, c'est d'interdire les épandages à moins de 200 mètres des écoles. C'est d'ailleurs la réglementation qui s'applique déjà aux alentours des hôpitaux, je le signale. L'annonce de la ministre d'une interdiction des pulvérisations jusqu'à 200 mètres autour des écoles déclenche une forte levée de boucliers des syndicats agricoles. La tournure médiatique et politique que prend l'affaire de Villeneuve menace la réputation d'un vignoble qui représente 685 millions de bouteilles vendues en 2014 pour une valeur de 3,7 milliards d'euros. Le puissant Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, le CIVB, monte au créneau. C'était une réaction totalement négative, bien sûr, et en se disant que c'était un propos d'une personnalité politique importante du gouvernement, ministre importante du gouvernement, qui était peu étayée et qui méritait de travailler et de lutter contre cette approche, qui était une approche qui allait détruire une partie de la surface agricole utile de France, et notamment en Bordelais, d'une partie du vignoble, et des vignobles très réputés par endroits. Donc pour nous, c'était totalement inacceptable. À Bordeaux, les vignes situées à moins de 200 mètres de tout établissement scolaire représentent 3000 hectares. Pour faire pression sur les hommes politiques, la FNSEA organise des manifestations dans toute la France. Pour cette organisation, il ne peut être question d'interdire les pesticides, même autour des écoles. À un moment donné, il va véritablement falloir que le gouvernement change de cliquet sur l'écotaxe, change de cliquet sur cette histoire de 200 mètres, change de cliquet sur sa politique, sur son arrêté pollution atmosphérique, etc. On ne peut pas considérer que l'agriculture soit traitée différemment des autres secteurs. Quelques heures plus tard, face à la colère des agriculteurs, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, tente de calmer le jeu. Il annonce que le gouvernement ne soutiendra pas la proposition de Ségolène Royal. Il n'y a jamais eu, dans aucun texte, décrit 200 mètres autour des habitations. Jamais. Donc voilà. 200 mètres autour des établissements publics? Non, j'ai pas dit ça non plus. J'ai pas dit ça non plus. J'ai dit que autour des établissements publics, crèches, il y a, voilà, autour des établissements publics, il y a besoin de protéger les populations qui y sont. Ça me paraît normal. La question, c'est ça peut évoluer ou pas, les 200 mètres autour de ces... Je vous réponds oui. Et je dis même que c'est pas forcément 200 mètres. Il y a aujourd'hui dans le code rural 50 mètres. Je peux pas être plus clair. La loi agricole, votée quelques jours plus tard, ne reprendra même pas la distance de 50 mètres évoquée par le ministre. À Léognan comme ailleurs, les agriculteurs pourront donc continuer légalement à pulvériser les parcelles agricoles qui bordent les établissements scolaires. L'occasion a donc été manquée pour l'agriculture française qui n'est pas encore prête à reconnaître la dangerosité des produits qu'elle utilise.
Les responsables politiques semblent ne pas prendre la mesure des dangers que la pollution environnementale fait peser sur notre santé. Troubles de la reproduction, risque de donner naissance à des enfants autistes, puberté précoce, maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, cancers hormonodépendants comme le cancer du sein et de la prostate. De nombreuses études internationales démontrent que l'exposition aux perturbateurs endocriniens a des conséquences graves sur la santé. Les premiers à souffrir de cette exposition sont les agriculteurs eux-mêmes. Eric Bonne est une victime des pesticides. Cet agriculteur de 53 ans est atteint de la maladie de Parkinson. La Mutualité sociale agricole a reconnu sa maladie comme professionnelle. Ça s'aggrave de jour en jour. Du point de vue physique, surtout, je pense que j'ai beaucoup moins de force qu'avant. Et puis, mes mouvements sont beaucoup plus longs, évidemment. J'ai du mal à faire des choses parfois, si bien que j'ai du mal à mettre mes boutons de mochette, par exemple. Ouais, c'est ça. Et puis, quand je me concentre, j'ai du mal à faire des choses. Quand on a appris la maladie, il a été plus fort que moi. Moi, je savais très bien les conséquences sur notre vie, sur notre famille. Donc, j'ai mis beaucoup plus de temps à accepter sa maladie et à admettre qu'il ne pouvait plus faire certaines choses. Oui. À cause de l'utilisation des pesticides, les agriculteurs ont 5 fois plus de risques que les autres de déclencher la maladie de Parkinson et 2 fois plus de contracter la maladie d'Alzheimer. On se dit que oui, là, il y a eu un problème d'information. On n'utilise que des produits homologués que l'État, entre guillemets, autorise à commercialiser et à utiliser. Et on ne pensait pas que ces produits-là n'avaient pas été testés et qui étaient aussi néfastes pour l'homme et le reste de l'humanité et de la société. Ça, c'est des raccourcisseurs, régulateur de croissance. Ça, c'est un désherbant. Ça, c'est un fongicide pour les colzas. Après, là, c'est un désherbant de maïs aussi, là. Les touristes, c'est des fongicides pour les céréales. C'est grâce à tous ces produits-là que je suis malade. Je dirais aux gens qui ont des enfants d'essayer de faire attention aux épandages de produits et à la limite de quitter l'endroit où ils sont pour ne pas qu'ils aient des enfants infectés par ce genre de produits. Ces nouvelles molécules qui sont toujours plus ou moins de plus en plus performantes au niveau des traitements sur les cultures, mais qui sont aussi performantes pour détruire la santé des gens. On est d'abord passionné par la profession, mais pas passionné par ces saloperies. Face aux nombreux risques qui menacent notre santé, des citoyens et des associations se mobilisent pour obtenir que nous soyons mieux protégés et mieux soignés. À Léognan, Emmanuel Rex et les parents d'élèves de l'école primaire ont finalement remporté une belle victoire. Après 3 ans de bras de fer, le château Larrivée-Aubryon a accepté leur demande. On est là pour dire qu'enfin, ça y est, le château qui jouxte l'école a accepté de ne pas épandre sur temps scolaire et périscolaire. C'est la démonstration qu'un engagement citoyen et collectif peut permettre de gagner des combats que les responsables politiques ne veulent pas mener. À Culan, le maire Nicolas Nolot et la jeune médecin généraliste Karine Bourrin se sont lancés avec enthousiasme dans un ambitieux projet de maison de santé. Elle devrait ouvrir dans 1 an. Le groupe ArcelorMittal annonce qu'il va mettre des moyens pour rénover la coquerie. Mais à ce jour, l'enfourneuse défectueuse n'est toujours pas réparée. À Bobigny, devant l'efficacité du réseau Oncologie 93 dans l'accompagnement des malades du cancer, les pouvoirs publics lui ont confié la prise en charge de toutes les maladies chroniques graves. Une reconnaissance importante pour l'équipe de Anne Festa. Nicole Vainqueur a terminé son traitement de chimiothérapie. Elle a pu reprendre une vie normale. Monsieur Boisise n'a pas survécu à son cancer.
Il s'est éteint au printemps 2015.